Je crois que la phrase clé qui a un peu tout déclenché, c'est on nous a volé la mort de notre enfant. Quand des parents ont dit une fois ça, et on l'a tous entendu une fois, c'est terrible. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est ce qui a déclenché toute la réflexion dans ce service et dans d'autres services, de dire non, on ne peut pas. Il faut que. On a une responsabilité. On m'a dit que c'était très grave. À des moments, on m'a dit que Audrey, peut-être que dans 2-3 semaines, elle serait plus là. Mais bon, moi, ma réaction, ça a été de dire bon, les médecins, ils sont fatigués, quoi. Il faut qu'ils aillent un peu se reposer. Je pense que là, c'était pas pensable, quoi. C'était vraiment toujours l'idée d'aller plus loin et de trouver quelque chose, quoi. Nous, on était avec mon mari quand le médecin nous a dit que ça, pas en fin de vie, hein, mais en courant de traitement. Eh bien, mon mari a compris qu'elle guérirait et moi j'ai compris qu'elle s'en sortirait pas. Et on était tous les deux ensemble et on nous a dit la même chose. On a entendu la même chose, mais on l'a interprété différemment. Je crois que c'est toujours un cataclysme, un séisme, une tornade. Enfin, ils ont tous ces images-là, les parents, hein. Ils disent le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai cru que j'allais. Heureusement qu'il y avait une chaise parce que j'ai cru que j'allais tomber par terre. Le ciel vous tombe sur la tête. Enfin, c'est toutes ces expressions-là que les parents utilisent. C'est vraiment quelque chose, même pour une mort attendue, je veux dire, même pour un enfant qui est gravement malade, qu'on soigne depuis des mois, etc., le fait qu'on vous dise c'est fini, ça sort de nos capacités thérapeutiques et là, les médicaments n'ont plus d'action et on ne va pas arriver à le guérir, c'est un choc absolument énorme, énorme, qui fait qu'on se demande, eh ben maintenant, comment on va faire, quoi. Comment on ne connaît pas, on ne sait pas, c'est un chemin totalement inconnu, on entre dans une contrée inconnue, en fait, totalement inconnue, et on a besoin de quelqu'un qui vous guide. Presque, j'ai envie d'utiliser l'image de quelqu'un qui vous taille un peu le chemin à la serpe, hein, ou au coupe-coupe, quoi, parce qu'on rentre dans quelque chose où on ne connaît pas. Et on va éprouver, d'ailleurs, des sentiments qu'on ne connaît pas. Nous, on va pas pouvoir travailler avec des gens, on va pas pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas d'espoir. Sans mentir, on doit pouvoir leur laisser une place, comme on disait, à l'imaginaire, leur laisser à l'aléatoire, c'est ça, à l'aléatoire, laisser une place à l'aléatoire. Bon. Pour certains, c'est un miracle, d'autres, on ne sait jamais, d'autres, c'est normal, ça va aller, c'est magique. Mais après tout, l'aléatoire, c'est ce qui va leur permettre d'être là et de vivre avec leur enfant et de discuter avec lui, quoi. Sinon ils le regardent. Certains m'ont dit, moi je le vois, j'ai des idées noires. C'est-à-dire, je le vois mort, quoi. Comme c'est maintenant, je le vois mort. C'est ce que vous voulez faire quand on voit un enfant mort. S'il n'y a pas cet espoir fou que peut-être il y aura encore quelque chose de possible, on ne peut pas tenir debout. Ça, moi je suis persuadée que c'est impossible de tenir debout avec j'attends, je m'assieds sur ma chaise et j'attends la mort qui vient, c'est monstrueux. Hein, donc on essaie de se raccrocher à des espoirs et puis surtout de vivre, mais avec un grand V, intensément. Chaque joie, chaque possibilité, c'est là où par exemple les associations d'accompagnement au domicile ont un rôle fabuleux, ou à l'hôpital, c'est de pouvoir mettre en place encore ce qu'on appelle nous des projets de vie, c'est-à-dire demander à l'enfant de quoi il a envie, de quoi il rêve encore, qu'est-ce qui pourrait l'aider voyez, à vivre cette période, et puis de le mettre en œuvre et de lui donner une place au centre de tout ça, et on voit des enfants heureux jusqu'à la dernière minute, et moi je trouve ça, on doit mourir heureux finalement quand on est un enfant, hein. Et si c'est possible, bon, ça c'est vraiment des choses qui aident aussi, et qui aident les parents parce que ça constitue ce que moi j'appelle la malle à trésor. La malle à trésor, c'est tout cet endroit où on va engranger les bons souvenirs
de la vie de famille, de la vie avec son enfant. Et ces bons souvenirs qui vont être ceux dans quoi on va puiser la force pour continuer le chemin. Parce que si je peux relire tout ce positif que j'ai partagé avec mon enfant, si je peux relire tout ce chemin vivant, si vous voulez, que j'ai fait avec lui, alors je vais pouvoir m'enraciner dans quelque chose de solide pour continuer sans lui et avec son absence. Si j'ai pas ça, ça va me manquer terriblement. Je me souviens, c'était la veille de son décès, il y avait l'anniversaire de son papa, elle était allée en ville, elle a voulu aller en ville avec sa maman, faire des courses pour acheter un cadeau pour son papa. Et elle a réussi à le faire et elle était à fond dans cette histoire, ça va être l'anniversaire de mon père, il faut qu'on fasse quelque chose. Et elle était en soins palliatifs. Il y a en même temps une claire conscience de la limitation de la vie, compte tenu de la gravité perçue de la maladie, mais en même temps, la formulation de projets. Et on a eu à plusieurs reprises des jeunes gens qui disaient à la rentrée, je ferai ci, je ferai ça, je voudrais aller à tel endroit, je me suis inscrit à la fac, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne seront peut-être pas là à la rentrée. Mais il faut que ça puisse s'exprimer. Et il faut que nous ne passions pas notre temps à répéter, mais tu sais que ta maladie est très grave, mais voilà. Elle a pris des cours de physique 3 jours avant sa mort, alors que parce qu'elle voulait passer en première S, etc. Donc elle avait encore ce désir-là. Mais comme on se disait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Quand on vous dit que votre enfant va mourir, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 6, ça peut durer 12. Donc il fallait qu'on continue à vivre. Donc ça, c'est je crois, très important. Et les bénévoles, justement, ont ce souci-là, d'avoir un projet d'une semaine à l'autre, par exemple. Donc l'enfant se projette déjà dans la semaine suivante. Donc c'est déjà une semaine de gagner. Il n'y a que 20% des enfants qui ont fini leur vie à la maison, c'est-à-dire pratiquement 80% finalement finissent par revenir à l'hôpital parce que c'est dur à assumer pour la famille, pour la fratrie, parce qu'à la dernière minute, la famille a peur, elle ne sait pas comment ça va se terminer et souvent ils préfèrent revenir. En fait, je trouve qu'il faut une souplesse, moi, dans l'accompagnement des enfants en fin de vie. Si la famille a le souhait que ça se termine à la maison, se sent capable de le faire, est entourée par des amis, par une équipe qui a l'air d'assurer, c'est très bien. Mais il faut aussi qu'on soit disponible pour les reprendre s'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. C'est une période tellement difficile qu'il faut qu'on essaie de faire le maximum pour qu'ils aient l'impression d'avoir fait ce qu'ils sentaient bien pour l'enfant et pour eux-mêmes. Plutôt que de parler de retour à la maison, on peut dire qu'à partir d'un certain moment, on essaye d'ajuster ce que pense l'équipe soignante avec la façon d'envisager les choses des familles, des parents, pour alléger le poids des traitements agressifs, qui sont les traitements anticancéreux, favoriser les traitements de confort et essayer au maximum de réaliser ces traitements de confort dans le cadre familial. Il n'y a pas un lieu qui est mieux que l'autre. Il n'y a que le désir de l'enfant. On n'a pas toujours demandé d'ailleurs à l'enfant. Nous, on avait demandé à notre enfant, il nous avait dit qu'il voulait mourir à la maison. Donc c'était clair, il voulait être chez lui, c'était clair. Mais le désir de l'enfant et le désir de ses parents puissent être respectés dans des conditions de sécurité médicale et de compétence, quoi. Quand on rentre chez soi, on est très isolé, parce que les amis s'épuisent eux aussi, ils ont peur, ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Finalement, le coup de fil qu'on passe au début, après on se dit on va gêner, donc on ne le passe plus. Et d'un seul coup, la famille s'isole de plus en plus, vit dans une espèce de monde clos. Et l'arrivée des bénévoles, c'est un petit peu une respiration aussi. C'est un peu, on va avoir des projets avec cet enfant. La bénévole va s'occuper des autres enfants aussi. Donc on va aller au cirque, on va aller au cinéma, on va faire des choses que tout d'un coup, on avait oubliées. Donc d'un seul coup, c'est une bouffée d'air frais. Et puis, ça permet quelquefois aux familles de retrouver l'énergie d'aller vers les autres. Puisque les autres ne vont plus vers eux, on leur donne un peu la possibilité d'aller vers les autres. C'est comme tu disais, d'aller prendre un café avec une amie, c'est dérisoire et en même temps c'est beaucoup. Voilà. Pour certaines familles qui le souhaitent, des bénévoles de Choisir l'Espoir vont à domicile. Un en particulier qui sert de référent ou plusieurs. Souvent des binômes, parce que c'est dur aussi à assumer pour eux et donc comme ça ils peuvent échanger et puis voilà. À certains moments lever un peu le pied quand c'est trop dur pour eux-mêmes. Ils ont la chance d'avoir une supervision à l'intérieur de leur association, ce qui n'est pas le cas pour les soignants.
On ne peut pas être deux à ressentir la même chose vis-à-vis de la mort d'un enfant. Donc voilà. Donc on est seul à ce moment-là. Même si on est 3 dans la chambre, mais on est quand même tout seul à le prendre dans la tête. Donc de pouvoir l'échanger après en disant, bah voilà, moi ça m'a fait ça, et on aurait peut-être pu ne pas faire ça comme ça parce que... Alors d'être capable de le dire, c'est pas tout de suite, parce qu'il faut un petit peu d'expérience pour pouvoir le dire, mais au moins d'entendre ceux qui sont capables de le dire, hein, ça donne de l'assurance, ça permet de réfléchir et de se dire, bah oui, moi aussi finalement ça s'est pas bien passé. Et puis ça donne la possibilité de l'évacuer après. C'est vrai que des fois on a l'impression de rater aussi des accompagnements. Moi, ce qui m'a marqué le plus quand je suis arrivée dans le service, ça faisait 2 mois que j'étais là, c'est de retrouver un enfant mort dans sa chambre, tout seul. Et tout le matin, j'avais couru partout parce qu'il y avait 7 enfants à prendre en charge. Il y avait lui plus particulièrement, et puis il y avait les 6 autres aussi. Et moi, je venais d'arriver dans le service et ça m'est même pas venu à l'idée de dire à ma collègue, essayer de trouver quelqu'un pour s'occuper des autres et puis que je puisse m'arrêter et m'occuper. On a fait les transmissions, il est décédé pendant ce temps-là. Donc la collègue d'après-midi, elle est venue et elle l'avait retrouvé mort dans sa chambre. J'ai dit, ça m'est arrivé 1 fois, ça m'arrivera jamais 2 fois. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à en parler. On n'arrive pas parce qu'on n'a pas appris. Enfin, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment dire notre détresse ou dire non, stop, on n'en peut plus, quoi. On repart, on met dans notre coin notre mémoire ce qui s'est passé, on engloutit, et puis on redémarre une histoire. On redémarre. Et puis, comme je vous dis, arriver à la fin de cette histoire, si ça aboutit à une histoire triste, ça recommence, la douleur revient et ça recommence, tout revient. Et à chaque fois, chaque histoire, c'est comme ça. Et on arrive à un certain moment où on ne sait plus. On ne sait plus dire ça me fait mal, stop. C'est venu petit à petit par les discussions, par le groupe de parole, où on a pu ramener tout ce qui était le plus poignant, tout ce qui faisait le plus mal au niveau soignant, au niveau paramédical. Là, vraiment, ce qui nous faisait mal, ce qui passait pas. Ce qui est délicat aussi, c'est qu'il y a un autre enfant pouf qui rentre aussi dans cette chambre. Et pour nous, c'est hyper difficile de rentrer dans la chambre où il a vécu un long moment et se dire c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez à la place de l'autre enfant et vous ne pouvez pas soigner cet enfant-là parce que vous avez l'image de l'autre qui est là. Et on a réussi à se permettre de fermer cette chambre pendant un certain temps pour éviter cette souffrance quand on rentre dans cette chambre. C'est l'omerta complète. C'est un sujet dont on ne parle pas. J'ai cherché, il n'y a pas longtemps, les textes publiés qui parlent de la souffrance des médecins vis-à-vis des fins de vie. Il n'y a rien. Et ce n'est pas le hasard. On vit encore sur la notion, je ne pense pas que les médecins soient plus insensibles que les autres, donc ce n'est pas la question, mais on vit encore sur la vieille idée que... on doit garder ça par devers soi, on doit rester fort, ne pas le montrer, et que finalement, il est assez exceptionnel qu'on en parle. C'est vrai pour moi comme pour l'ensemble de l'équipe, et je crois que c'est très général, c'est pas propre au service. Ce sont des choses dont on ne parle pas, ce qui ne veut pas dire qu'on les vit bien forcément. Les médecins souffrent, mais on aimerait qu'ils montrent leur vulnérabilité. On aimerait qu'ils laissent entrevoir leur humanité. On sait bien, on ne peut pas imaginer qu'ils ne sont que des technocrates, mais souvent, ils ne laissent transparaître que cet aspect-là. Et on aimerait, quelquefois, qu'ils laissent un peu s'ouvrir le cœur, s'ouvrir la petite fenêtre où on verra leur vulnérabilité, comme je disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, on est plus en phase. Alors que quand on a un technocrate en face de soi, il y a un fossé qui s'ouvre et puis il n'y a plus de dialogue possible. Alors que dès qu'on voit que c'est un type qui, comme nous, se scandalise de la maladie, de la mort d'un enfant, crac, on est en phase. On peut être distant avec chaleur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi je me comprends. C'est-à-dire on peut se rendre proche des gens au niveau de la chaleur humaine et en même temps ne pas s'abîmer parce qu'on est trop dans leur souffrance et qu'on se laisse atteindre jusqu'au point de vivre leur souffrance avec eux, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est très fondamental pour moi dans l'accompagnement. On m'a prévenu qu'il n'allait pas bien du tout. Donc, en termes de médecin, bon,
comprenait que le temps était compté. Et ce jour-là, le jour où on lui a annoncé qu'il allait devoir rester pour une chimio dans sa chambre, il m'a dit, tu sais, les poèmes sur les oiseaux, je crois que on va arrêter. On pourrait peut-être lire d'autres poèmes. Et je lui dis, écoute, maintenant qu'on se connaît bien, qu'on a une forme de travail un peu particulière, je vais te donner un livre et tu choisiras ton poème. Et je lui ai donné l'anthologie de la poésie française. Et le premier poème qu'il a choisi, c'était « Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. » Le poème de Charles Baudelaire. Bon, quand il me l'a lu, c'est sûr que j'ai, sur le plan émotionnel, reçu quand même une secousse violente. Hein. Je lui ai dit, écoute, ce poème, il est très beau, très beau. Mais on peut effectivement essayer de le lire, mais j'ai peur qu'en le lisant, travailler sur ce thème, on va l'abîmer. On va dire des choses, mais banales. Je crois qu'il vaut mieux se contenter de le lire. Et je suis donc allée voir tous les jours dans sa chambre, et à chaque fois, il m'a accueilli en me récitant ce poème. Il lisait les deux, enfin il disait les deux, il me tendait le livre, je lisais, il lui est arrivé de pleurer. Ça a dû durer, ça m'a paru très long, mais en fait on a dû lire ça 3-4 fois, pas plus. Donc on lisait le poème et puis c'est tout. On se regardait, on se souriait. Et puis je partais parce qu'il était très fatigué quand même. Puis un jour, on m'a prévenu que là c'était vraiment la fin. Sa famille était avec lui. Il a demandé que je rentre. Et il m'a dit lui-même les 2 premiers vers. Le lendemain, bon, cet enfant est décédé. Et quelque temps après, la maman est venue me rendre le livre. Donc ma réaction, ça a été non, gardez-le. Gardez-le, ça va vous. Elle m'a dit non, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que mon fils aîné a recopié le poème. Et puis ce livre, il appartient vraiment à l'école. J'avoue que ça m'a touchée d'une façon pas possible, parce que j'étais dans la classe avec tous les gosses. Je me suis dit, bon sang, cette femme, elle m'apprend encore quelque chose, c'est que, bon, ce livre, il ne m'appartient pas, effectivement, il est au groupe, quoi. C'est vraiment l'école, la culture. Une fois, c'était d'une extrême violence, parce que j'avais l'enfant qui allait très bien depuis 1 an, la mère qui était là, je prends la radio, je regarde à la fenêtre la radio, métastase pulmonaire. Bon. Et j'ai dit, catarrhe. Comme ça. Donc, c'est peut-être pas une bonne façon de faire. Je dis, c'est la catarrhe. Elle l'a vu parce que je pouvais pas jouer la comédie, je devais être blanc comme un âge. Et puis j'ai dit, c'est la catarrhe. Et puis je lui ai montré les métastases pulmonaires, j'ai montré au garçon les métastases. Bon, ça c'est vraiment, alors là, l'annonce non préparée, boum. Après, quand on peut, on essaie de se préparer aux mots qu'on va dire. Mais je crois qu'en fait, avant que je dise catarrhe, elle avait compris quand j'ai regardé la radio. Je ne pouvais plus dire autre chose. Le gros avantage de Locomotive, c'est que c'est une association de soignants et de parents, et que donc ça a permis la vitalité de Locomotive dans la mesure où les parents étaient parfaitement bien intégrés dans l'hôpital, ils pouvaient y rentrer, ils y étaient acceptés, ils étaient considérés comme des partenaires, et nous, on était parfaitement accueillis par les parents qui étaient très partie prenante. Cette acceptation des parents à l'intérieur de l'hôpital, ça a été très très important pour tous les soignants. Parce qu'en fait, ça a humanisé toutes nos relations avec les parents. Ils étaient mieux acceptés, ils étaient mieux compris, donc
Il y a eu tout un... Et puis eux avaient moins de méfiance, si vous voulez. Ils se sentaient moins étrangers au système que souvent, quand on rentre dans un hôpital, c'est un tel monde, l'hôpital. On ne réalise pas quand on y est, nous, qu'on est un monde où quand les gens y débarquent, ils sont complètement affolés, quoi. Dès la première annonce, dès la première explication des choses, pour ne pas avoir à donner des solutions du style bénévole, du style ah bah tiens, les généralistes, tiens, au moment où ça aurait pu. Il faut mettre ça en place dès le début. Voilà. D'abord parce que dès le début c'est utile, et puis si ça se passe pas bien, ça sera encore mieux, ils seront encore plus utiles, et ce sera d'autant plus facile ils auront d'autant plus facilité à rendre service qu'ils sont déjà dans le circuit et dans le tableau. Dès le début, on s'occupe de la douleur. C'est important de s'en occuper au début. La première prise de sang, si elle peut être faite avec une pommade pour ne pas avoir mal, les gens vont comprendre que ça, on s'en occupe. Et pas attendre que la maladie soit grave. Souvent d'ailleurs c'est au début, hein. Mais ça, tout le monde sait ça. Maintenant, au début la maladie fait mal. Donc dès le début, souvent ils ont de la morphine. J'allais dire c'est pas mal. C'est bien d'utiliser les médicaments forts, dangereux, avec une mauvaise image, en phase curative, pour leur montrer. Ça, c'est pour pas avoir mal. C'est pas un médicament de phase palliative. Voilà, c'est une règle maintenant que tout le monde connaît. La communication d'une information est entièrement endossée dans sa gravité par le médecin. Mais la préparation de cette information, c'est-à-dire tout ce qui est en amont, est discuté, décortiqué en réunion soignants médicaux et soignants non médicaux, dans ce que nous appelons quelquefois des réunions de synthèse, où alors là nous sommes plus nombreux, et c'est dans ces moments-là que nous discutons un petit peu de ce tournant que représente le passage d'une période curative avec des traitements éprouvés à une période où le soin palliatif va être un petit peu au premier plan. D'une façon générale, quand il y a désaccord, c'est pratiquement toujours que les choses ne sont pas suffisamment claires, et donc on s'interdit, je m'interdis, puisque j'ai la responsabilité en tant que chef de service d'assumer, on s'interdit de prendre une décision et on reporte une discussion ultérieure. Alors c'est pas une règle absolue, parce qu'il peut y avoir des situations où il n'est peut-être pas souhaitable d'être totalement démocratique, mais dans l'immense majorité des cas, et c'est une bonne règle, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas consensus sur l'analyse du dossier médical, c'est que le dossier est trop fragile et qu'il faut revoir, évaluer, avoir d'autres informations ou attendre une évolution pour y voir plus clair. Il faut, je dirais, presque protocoliser ce genre de choses pour éviter les excès. Je crois que c'est important, hein, que systématiquement, il y ait ces réunions où on redit les choses, même si on les sait, parce que tout le monde connaît les dossiers par cœur, en tout cas les médecins qui sont impliqués. C'est important de redire les choses et de faire comme ça cette espèce de protocole. Je crois que ça reste quelque chose d'indispensable. J'ai pas envie que ce soit les parents qui disent oui, on fait de chimio, non, on fait pas de chimio. Alors, ça se discute. Ça peut être choquant d'entendre ça, mais je ne veux pas qu'ils soient responsables des souffrances que la chimio donne à l'enfant. Ou bien qu'ils soient responsables d'avoir prolongé dans de mauvaises conditions. Donc, là, au bout du compte, évidemment, j'ai leur avis et je leur dis, bon, je fais ça. Évidemment, je me dis, ils sont d'accord, mais je fais ça. Une maman me disait la semaine dernière, nous avons pris avec l'équipe soignante la décision de faire une dose de morphine un peu plus forte, hein, dont on savait qu'il pouvait y avoir comme conséquence que mon enfant meure un peu plus vite, mais c'était au vu de la douleur dans laquelle il était. Et moi, j'ai eu besoin de le savoir parce que j'ai amené un disque
que j'aimais bien, d'une chanson que mon enfant aimait bien, nous avons mis ce disque. Et donc on a pu faire ce geste avec le support dont le parent et l'enfant avaient besoin, si vous voulez. Et cette maman, du coup, elle garde un souvenir plutôt paisible de ce qui s'est passé là. Elle a été associée à ça et elle n'a pas été prise en traître, si vous voulez. Elle n'a pas été mise devant le fait accompli. Je crois que c'est ça que demandent les parents, à être associés à une décision dont ils ne peuvent pas et ne veulent pas prendre la responsabilité parce que ça n'est pas dans leur champ de compétences. Une grosse partie de notre travail, c'est pas seulement les soins qu'on donne à l'enfant, mais c'est aussi tout ce travail qu'on fait auprès des parents qui est énorme. Et les parents qui vous remercient, en fait, ils vous remercient, je pense, de les avoir aidés à conduire leur deuil et d'avoir accompagné leur enfant. L'important, c'est que, et c'est ce que je leur explique toujours, c'est que cet enfant va mourir, on le sait, mais c'est qu'ils vivent au maximum le temps qui leur est donné avec leur enfant, qu'il n'y ait pas de regret après, de ne pas avoir vécu des choses avec leur enfant, d'organiser le peu de temps que l'enfant a à vivre comme il le souhaite. Et jusqu'au dernier moment, un petit frère ou une petite sœur, ça vous envoie une vanne, ça vous bouscule. Elle pouvait à peine marcher que j'entends un de ses frères qui lui dit « va me chercher une cuillère » et je revois Alix se levant, allant péniblement jusqu'au buffet. Mais elle était encore en vie, elle n'était pas déjà enterrée comme peuvent l'être certains enfants à l'hôpital, parce qu'on attend ça. Elle était encore dans la vie jusqu'à la dernière seconde. Et un des mots d'un de ses frères, ça a été « mais Alix, elle est morte vivante ». Oui, c'était tout à fait ça. C'était jusqu'au bout. Elle a pu vivre une vie de famille épanouissante pour tous. On était vraiment très soucieux très inquiets pour les frères, notamment le plus petit frère qui, lui, a quasiment vécu tout le temps dans la maladie. Qu'on a vu très très souffrant, mangeant beaucoup. C'était vraiment un enfant qui est en très très grande souffrance psychique. Et je crois que d'apprendre, parce que je ne le savais pas, que il a pu écrire que ses frères l'avaient aidé, même tout simplement en se disputant avec lui, ou en jouant au foot, ou en faisant... parce que c'était un passion. Il venait presque jamais à l'hôpital, hein. C'est nous qui avons mis le doigt dessus quand il y a eu une rechute, en disant s'ils peuvent monter, parce qu'ils attendaient en bas parfois, et puis ils ne montaient pas à voir. Et on disait que c'était important. Et notamment en fin de vie, d'ailleurs, il y a un des frères qui a émis la suggestion de dormir à côté. Ce qui a été autorisé, et ça fait plaisir à la maman en se disant oui, ils sont là, c'est vrai que... Et puis il a pu participer, et ça, pour ça, qui est l'un de ses frères, ça lui a permis d'accepter le départ de son frère. Il a dit heureusement que j'ai été là le dernier week-end, parce que ça lui a apporté plein de choses. Je pense que les frères et sœurs sont très souvent un petit peu oubliés à l'occasion d'un décès, et que eux aussi, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur deuil, quel que soit leur âge, je dirais dès qu'ils sont l'âge du langage, c'est-à-dire très jeunes. Eh bien, ils ont besoin, ils vont faire un deuil ou des deuils multiples répétés, et il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide. L'enfant protège ses parents, ça c'est quelque chose qui est une base au moment quand il meurt, pour qu'ils aient moins de peine. Donc il leur dit pas toujours tout ce qu'il aimerait leur dire. Les parents protègent leur enfant, et c'est pareil, ils ont peur de parler de ça parce qu'ils ne voudraient pas que ça lui fasse trop de peine. Les soignants protègent les parents, et je me demande si certains parents ne protègent pas aussi les soignants. Donc on est dans la protection de tous les côtés. Mais c'est clair que les soignants veulent protéger les parents aussi, de trop de difficultés, si vous voulez. Vous pensez que c'est pas une bonne chose? Non, je crois qu'on les protège. En croyant les protéger, on alourdit ce qu'ils doivent vivre, parce qu'on ne leur donne pas les moyens de reprendre les rênes de leur vie à eux. Et dans un événement comme celui-là, si on n'a pas un peu les rênes, un minimum, après on est trop mal. Si tout vous a échappé, si on n'a rien pu faire de ce qu'on aurait eu envie de faire, mais qu'on n'a pas eu l'idée de faire, parce qu'on est en état de choc, il faut reconnaître qu'au moment de la mort d'un enfant, ses parents sont en état de choc, et que donc ils ont vraiment besoin d'être guidés, épaulés, conseillés, soutenus, si vous voulez. Et c'est le rôle, il me semble, de l'équipe soignante, de pouvoir faire ça. Qui me dit un jour, je lui dis on verra demain pour cette piqûre-là. Je ne sais pas si c'est à moi ou si c'est à toi qu'il a dit, ou à sa mère. Et il va pas bien, lui. Pourquoi il me parle de demain? Ah oui. Ouais.
Et ça veut dire quoi? Qu'il était sûr qu'il serait pas mort. Ça a été le cas? Il a dit ça comment? Ça a été le cas, il est parti Oui, le soir oui, même. oui, le soir même. Moi, j'espérais qu'il serait là le lendemain. Lui, il savait que non. Vous avez eu des... Non, en fait, j'ai eu la maman au téléphone la veille de l'incinération qui m'appelait au sujet de la plus grande fille. Donc et elle m'a dit combien le fait d'avoir pu prendre dans les bras sans tube, elle était quelque chose de très fort, de très apaisant pour elle, et combien ça leur avait fait du bien à tous les deux. En tout cas, ça permet de rester humain. Ça permet que les parents ne soient pas évacués même de ça. Parce qu'ils ont été, pendant toute l'hospitalisation, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu, pour la plupart, sur la toilette, certains parents peuvent faire la toilette de leur enfant en réanimation pendant l'hospitalisation, mais la plupart du temps, ils ne le peuvent pas. Donc, de pouvoir se réinvestir en tant que parent pour faire la dernière toilette, c'est important. On les réinvestit, on leur prend pas la dernière toilette. De pouvoir le prendre dans les bras et d'avoir ce dernier toucher, je sais pas si ça facilite le deuil, mais en tout cas ça permet d'être humain. Je sais pas si ça facilite le deuil, je suis pas passée par là, je ne peux pas le dire. Ce qui se joue dans les jours autour de la mort, juste avant et juste au moment et juste après de la mort, c'est là que les parents vont ancrer leur deuil, leur capacité à faire leur deuil. Et tous les événements, j'ai envie de dire tous les détails, parce que ce qui compte pour les parents, ce sont des détails. Aux yeux de l'extérieur, ce sont des détails. Mais ce sont des détails qui peuvent bloquer un travail de deuil. Ne pas avoir habillé son enfant comme on avait envie de l'habiller, ou comme son enfant avait envie d'être habillé. Pour le mettre sur son lit de mort et dans son cercueil, ça peut être un détail avec lequel on va se battre pendant des mois, avec lequel des mamans se battent pendant des mois. Ou bien avoir oublié de lui couper une mèche de cheveux pour avoir un souvenir, ou bien ne pas lui avoir chanté la berceuse qu'on lui chantait quand il était petit et qu'on avait envie mais on n'a pas osé. Parce qu'on est perdu, parce qu'être devant un corps mort, c'est plus du tout pareil que d'être devant son enfant d'avant. Ou ne pas avoir pu le tenir dans ses bras juste après son décès, ça c'est des choses qui vont bloquer, qui peuvent bloquer le travail de deuil des parents. Moi, je n'avais jamais été confrontée à un décès avant ma fille, en tout cas organiser tout ce qui était administratif. Non, c'était vraiment... on ne sait pas, quoi. On ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est pareil, on a été obligés quand on a eu le médecin, on a appelé... Bon, ma fille a choisi, c'est le terme que j'emploie, de décéder pendant que le médecin était là. C'est-à-dire qu'elle savait que le médecin de famille devait venir entre midi et 2 la voir et elle est décédée à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on n'était pas tout seul dans ce terrible moment. Mais après, quand on a appelé les services de pompes funèbres, ils nous ont dit il faut venir. Donc on est parti choisir le cercueil, les cérémonies, l'article dans le journal. Et pendant ce temps-là, ma fille était à la maison sans moi. Donc, quelque part, j'ai l'impression que j'ai manqué des moments avec elle, même si elle était morte. Tout est différent pour eux. À partir de la mort de cet enfant, ils se retrouvent sur le trottoir en face de l'hôpital et tout est changé. L'enfant n'est plus là, il va falloir reprendre la place à la maison avec une chambre vide, avec des tas de choses qui sont plus pareilles, même dans la relation de couple. Tout a changé. Et où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'aide pour vivre ça? Qui va pouvoir m'aider à me dire, à m'accompagner? Ils ne comprennent pas pourquoi on ne leur donne pas ces adresses-là, les parents. Alors c'est pas très compliqué, je trouve, à la fin, après le décès d'un enfant, de pouvoir, avant qu'il quitte un service hospitalier, lui dire, il y a des endroits où vous pouvez trouver de l'aide. Ce sont des associations, ce sont des centres de soins palliatifs. Vous voyez, ce sont des endroits où des gens qui sont spécialisés là-dedans vont pouvoir vous aider, vous faire un bout de chemin avec vous, au début de ce bout de chemin qui est difficile, quoi. C'est difficile parce que, en même temps, j'avais envie de retourner à l'hôpital. Et je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas de raison d'y aller. Et ma deuxième fille a eu un problème
une douleur qui est survenue et qui nous a inquiétés. Et on a pris ce prétexte pour retourner à l'hôpital pour pouvoir reprendre contact avec les médecins, les infirmières. Et puis, bon, ben, ça nous a permis de parler de notre fille parce que ben, à la maison, c'était pas possible à l'époque encore, ni avec la famille, ni avec les amis. C'est non, mais ça va aller mieux, il faut que tu penses à ta fille, il faut que tu penses à ton mari, il faut tourner la page. Voilà, c'est le genre de choses que j'entendais. Et j'avais pas du tout envie d'entendre ça. Et le fait de revenir à l'hôpital, de pouvoir reparler de ma fille, de dire comment ça s'était passé, les derniers moments, tout ça, c'était important. On est capable ensemble de parler de l'enfant décédé, hein, ça je peux le dire parce que par rapport aux parents qu'on a entendus, on est capable de dire, ben voilà, s'il était là, il ferait ça, ou il mangeait ça, ou c'est la musique qu'elle aimait. Mais dire j'ai mal et j'en peux plus, on peut pas le dire. C'est pas possible. Et même aujourd'hui, je dirais 9 ans après, c'est encore difficile de se dire l'un à l'autre la douleur qu'on éprouve à son absence, quoi. On sait qu'on a mal, mais on ne peut pas se le dire. On a très peu de passé avec un enfant. Quelques mois pour certains parents, quelques années pour d'autres. Hein. Et il faut continuer la route avec ce petit bout de passé qu'on a vécu ensemble. Et tout l'avenir qui s'inscrit en manque.